Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Vous venez d'écrire, ou plutôt vous venez de publier le dernier tome de la trilogie sur les chats que vous avez écrit, qui s'appelle La planète des La chats planète des chats. Et donc avant, il y avait Demain les chats et et Sa Sa Majesté Majesté. des chats, qui sont tous des références à d'autres livres. Exact. Je vais tenter de faire un topo très rapide, en essayant de pas trop spoiler. L'idée globale de la trilogie, c'est l'humanité décline, et les animaux prennent le pouvoir. Et il y a deux espèces d'animaux, les chats et les rats, qui s'affrontent pour avoir un peu le contrôle de la Terre. Ma question, c'est comment vous avez eu cette idée et pourquoi avoir choisi ces deux animaux-là en particulier? Ah, alors l'idée m'est venue au tout début quand il y a eu l'attentat du Bataclan. Je me suis dit, tiens, voilà un comportement qui pour les animaux doit être incompréhensible. C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans un lieu où il y a plein de congénères et les tue tous sans les connaître. Et donc je me suis dit, qu'en penserait un chat? Et à partir de là, il y avait cette idée que nous sommes rentrés dans une période où nous avons des comportements illogiques. Et ces comportements illogiques peuvent donner envie à une autre espèce de se dire je pourrais peut-être leur donner des conseils pour qu'ils se comportent mieux. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit je vais imaginer le point de vue d'un chat qui observe les humains, qui ne les juge pas, mais qui essaie de les comprendre. Sur l'attentat du Bataclan, il y a un émotionnel tellement puissant, c'est-à-dire il y avait tellement d'enjeux, et les actualités, tout ce qu'on avait à la radio, dans les journaux, c'était comme un lapin aveuglé par un camion qui vient l'écraser. Il faut faire un pas de côté. Imaginons qu'on n'est ni le lapin ni le camion, on est juste quelqu'un qui observe cette scène et qui essaie de comprendre. Et quoi de mieux qu'un chat, sachant que c'est un animal qui semble particulièrement en même temps intelligent et en même temps tourné vers une forme d'égoïsme. C'est-à-dire le chat n'est pas forcément dans la pitié ou dans une forme de générosité, il est plutôt dans une sorte d'égoïsme et de narcissisme qui faisait que ça rendait un personnage euh, qui sortait des dessins animés de Walt Disney, un personnage un peu dur. Et au final, j'ai fini par aimer ce personnage, même s'il était extrêmement bizarre. Alors je suis d'accord, c'est une réflexion que je me suis fait à la lecture, c'est qu'effectivement, déjà, je trouve l'univers assez sombre par rapport à ce que vous avez pu faire avant. Oui. Je trouve qu'il est plus sombre, enfin la trilogie est plus sombre que vos autres livres. Et la personnalité de Bastet aussi, c'est pour un personnage principal, on ne peut pas dire qu'elle soit immédiatement très aimable, très sympathique. Et est-ce que ça crée une difficulté supplémentaire? Au contraire. Au contraire, le fait d'avoir un personnage antipathique m'obligeait à réfléchir différemment. Mais ma propre chatte, qui s'appelait Domino, était extrêmement égoïste, de mauvaise foi, narcissique, et toujours avec l'idée de je suis le centre du monde, et si des gens rentrent chez mon maître, enfin chez mon serviteur, et ne s'intéressent pas à moi, c'est que ces gens sont méprisables. Et cette manière de se comporter me faisait rire. C'est-à-dire, je me disais, mais elle est tout le temps dans sa dignité de chatte, elle est tout le temps offensée parce que j'ai pas mis assez de croquettes, ou offensée parce que j'ai mis dans l'eau, il y a peut-être un petit morceau de persil qui est tombé. Et elle était tout le temps dans, mais c'est pas possible, on me maltraite ici, puisque c'est comme ça, je préfère ne pas boire d'eau, tant pis, je mourrais de soif. Elle était tout le temps dans ce personnage indigné par le manque de respect envers elle. Et donc j'ai imaginé qu'elle se prenait pour la déesse Bastet, cette déesse égyptienne à tête de chat, et qu'elle considérait qu'il est temps que son règne revienne. Donc j'avais déjà cet exemple vivant d'un être un peu non sympathique, mais qui pourrait être un héros de roman. Et alors comment vous avez choisi du coup les rats? Parce que donc ça, d'accord pour les chats, et ensuite l'ennemi, parce que c'est une confrontation entre les deux espèces. Pourquoi c'est devenu le rat et plutôt d'autres choses? Quand j'étais journaliste scientifique, j'avais écrit un article sur les rats, sur le comportement de rats et l'apparition des hiérarchies chez les rats. Et je m'étais aperçu que c'est un animal extrêmement militaire. C'est-à-dire il y a des chefs, des sous-chefs, des lieutenants et les troufions qui sont là pour bosser pour tout le monde. Et que le système était pyramidal, avec un roi, une sorte de tyran, et avec une idée, c'est que on doit se débarrasser des faibles, donc des malades, des vieux, des blessés. Et ce système extrêmement fasciste
a l'air malgré tout de fonctionner pour le cas des rats. Donc il y avait la vision d'un monde dur, le monde des rats, par rapport à un monde en devenir qui est le monde des chats, mais le monde le plus collectiviste, dans le bon sens du terme, c'est les fourmis. Chez les fourmis, tout le monde s'entraide, et là, quand il y a des blessés, ou il y a des malades, ou des êtres faibles, on les aide. Donc je crois que l'humanité et les chats, on est entre la dureté des rats et la sociabilité des fourmis. Et c'était pour montrer comment nous allons devoir faire des choix, sachant que c'est des problèmes de survie d'espèces. Les rats ont un avantage sur les autres espèces, c'est qu'ils sont extrêmement évolutifs, au-delà de ce côté hiérarchique, et ils sont omnivores. Ce qui leur donne une supériorité par rapport au chat. Le chat, étant uniquement carnivore, ne peut pas s'adapter à tous les milieux. Le rat, il peut se nourrir aussi bien de légumes, de fruits, de pain, que d'autres rats. Il peut être cannibale ou d'autres espèces. Donc le fait d'être omnivore place normalement le rat comme l'animal qui devrait gagner au jeu de Game of Thrones des espèces plutôt que les chats. Et ça m'amusait de montrer, attends, les chats ont peut-être malgré tout leur pion à jouer. Est-ce que vous avez relu des livres avec des personnages qui sont des animaux? Je pense notamment à Watership Down, ou à Le vent dans les saules, ou le dieu de la jungle, ou ce genre de livres? Non, alors d'abord, je vais vous surprendre énormément, mais plus ça va avec l'âge et plus j'écris, moins je lis. Peut-être parce que j'ai pas envie d'être influencé par les autres. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 3 références dans cette trilogie qui est au niveau des titres. Donc, c'est Demain les chats qui est inspiré du titre Demain les chiens, sachant qu'en anglais ça s'appelle City. C'est qu'en français que ça s'appelle Demain les chiens, mais je trouvais que ça fonctionnait bien, c'était une sorte de réponse à travers le temps. Le deuxième, Sa Majesté des chats, c'est en référence à Sa Majesté des mouches de Golding. Et donc le troisième, La planète des chats, en référence évidemment à Pierre Boulle, La planète des singes. J'en suis arrivé à un moment où j'ai l'impression que j'ai plus besoin d'être influencé par le travail des autres. À la limite, il va plutôt me gêner. Mes influences, ça va être La Fontaine, pour le cas des animaux qui donnent à réfléchir sur l'humanité, et ces 3 livres que je viens de citer. Mais je suis moi-même étonné de voir que je lis moins. Victor Hugo avait une phrase pour expliquer ça. Lui aussi, il lisait de moins en moins. Il disait « Les vaches ne boivent pas de lait ». C'est parce qu'on produit quelque chose qu'on le consomme. Et là, vu que je dois être à 10 pages par jour avec 4h30 d'écriture, il y a un moment, j'ai envie de... Je préfère voir un film ou voir une série que encore de me plonger dans des phrases. Alors, du coup, c'est intéressant parce que dans les questions que je voulais vous poser, justement, il y avait quels sont les auteurs que vous lisez en ce moment, est-ce que vous avez des coups de cœur et est-ce que c'est une influence sur votre écriture? Donc je pense que la réponse, vous venez de la donner. Ouais, non, alors moi, c'est un peu compliqué. J'étais fasciné par un auteur qui m'a fait tout d'un coup relativiser tous les autres auteurs, c'est Philippe Cadic. J'avais un ami qui ne lisait que Philippe Cadic, je trouvais ça extrêmement limité comme lecture. Et puis du coup, j'ai quand même voulu voir comment on pouvait être mono-auteur. Et je suis tombé en Dickry. Et à un moment, je me suis aperçu que cet auteur allait beaucoup plus loin que les autres. Je pense, entre autres, parce qu'il prenait de la drogue. Et il avait donc une pensée qui était beaucoup plus puissante. Enfin, bizarre, mal contrôlée. Il en est mort. Mais en tout cas, j'ai vu une pensée en avance. Après Philippe Cadic, je suis tombé dans le sentiment que tous les romans que je lisais, je voyais très bien comment ça allait évoluer, comment ça allait terminer, et qu'il n'innovait pas assez. Dit peut-être parce qu'il prenait la drogue, mais aussi peut-être parce qu'il était schizophrène, et pour moi l'auteur du futur. Donc je ne vais pas tout le temps regarder des choses qui ressemblent à d'autres choses, alors que j'ai goûté à ce niveau de plaisir de lecture. Il y a des moments, j'avais un tel plaisir à lire Philippe Cadic que j'arrêtais toute activité, je ne faisais que lire ça et je renonçais à tout. C'est vraiment comme une entrée en spiritualité. Et ça m'a fait comprendre des tas de choses que je n'avais pas compris avant. Philippe Cadic m'a fait me poser des questions qui ne m'avaient même pas traversé l'esprit. Dont une qui est, qu'est-ce qui me prouve que quelque chose est réel? Maintenant, c'est devenu un peu avec Matrix et tout ça, c'est devenu classique, mais moi j'avais lu ça dans les années 80, et cette idée de remettre en question le réel et que peut-être tout n'était qu'illusion, j'avais vu que dans le bouddhisme, avec la notion du voile
Maya, le voile de l'illusion. Et là, de le voir, la question posée clairement, qu'est-ce qui te prouve que tes souvenirs sont vrais? Qu'est-ce qui te prouve que ce qui t'entoure est vrai? En lisant Dick, ça me mettait dans cet état-là de remise en question de tout. Et du coup, vos influences maintenant sont plus télévisuelles ou cinématographiques? Alors je trouve que là où il y a le plus d'innovation, de création dans le fait de raconter des histoires, c'est dans les séries, tout simplement parce que dans les séries, vu qu'il y a plusieurs épisodes, plusieurs saisons, ils ont le temps de faire des personnages complexes. Des personnages, on ne sait pas s'ils sont gentils ou s'ils sont méchants, ça peut varier d'un épisode à l'autre. Par exemple, le personnage de Breaking Bad est un personnage extrêmement complexe qui, selon les épisodes, nous rend solidaires ou nous dégoûte. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça nous oblige à être intelligent, pas être dans c'est le gentil, c'est le méchant. C'est le gentil sur certains épisodes, mais ce qui fait par moment quand il vend de la drogue, donc c'est immoral, mais en même temps, c'est pour nourrir sa famille, mais en même temps, il a un cancer. Donc, toutes ces subtilités se développer sur... je coupe mon téléphone. Toutes ces subtilités développées sur plusieurs saisons, c'est difficile de le trouver dans un simple film. Donc progressivement, j'ai abandonné les films pour aller vers les séries et les séries complexes. Tout à l'heure, je parlais aussi de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est vraiment très réussi au niveau de la narration, le fait de tirer au dé la survie des personnages. Ça, c'est quelque chose de nouveau. J'essaie de voir tous les endroits où il y a de la nouveauté, de l'innovation, et je suis conscient que la facilité pour les éditeurs et pour les producteurs consiste à copier quelque chose qui a déjà fonctionné, mais il faut aller vers la difficulté. Il y a une série que je trouve extrêmement audacieuse, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Légion. Non. C'est le truc le plus dingue, le plus dickien qu'on a dans l'audiovisuel. C'est Noah Hawley, qui m'a l'air un excellent créateur, c'est lui qui avait fait la série Fargo. Et Fargo, déjà, ça me semble un summum de très bons scénarios. Et Légion, c'est complètement dingue. Alors là, je ne sais pas s'ils ont pris de la drogue ou s'ils sont cinglés, mais en tout cas, c'est le genre de scénario qui ne pourrait même pas être lu en France, tellement ils sont allés dans l'audace et l'originalité, et visuellement, c'est très impressionnant. Est-ce que ça vous intéresserait d'écrire une série? Est-ce que c'est un projet que vous avez, Oui, mais alors attendez. Oui, d'autant plus que j'ai une formation de scénariste et qu'en plus je passe beaucoup de temps à regarder les séries, mais depuis très longtemps, et que par exemple il y a des séries que je les étudie, c'est-à-dire je fais une sorte de petite thèse pour comprendre comment ça fonctionne, comment c'est construit. J'avais commencé à faire ça sur la série Chaperon et les bottes de cuir. J'avais tout analysé épisode par épisode, le timing avec le chronomètre et tout. Je voulais vraiment comprendre comment c'était fait. Maintenant, j'ai été en contact avec beaucoup de producteurs pour faire des séries. Le problème, c'est qu'on est en France. Alors en France, tout le monde a la pétoche de pourvu que ça plaise à la ménagère de 50 ans. Et ce que je fais, a priori, c'est plus des choses qui sortent de l'ordinaire. Enfin, ce que j'ai envie de faire, c'est des choses originales. Donc il n'y a pas de marché encore, même si toutes les productions, toutes les chaînes disent « ouais, on a envie de faire un truc pour les jeunes à l'américaine ». En fait, quand ils voient qu'on commence à rentrer en production et qu'on commence à lire le scénario, ils disent « ah ouais, mais ça non, ah mais c'est pas possible, ça va surprendre, et ça va, on l'a jamais vu ». Ben oui, c'est le principe. Donc je crois qu'on va encore bouffer de l'enquête en province et du drame social pour au moins 10 ans avant qu'en France, il y ait un producteur ou une chaîne qui ose faire quelque chose d'un peu original. Ce que je vois dans le pas français, c'est ils cherchent le consensus de toutes les générations, au-delà de la ménagère de 50 ans qui est le cœur de cible. Et donc pour avoir ce consensus, il ne faut pas déranger. Il faut faire des choses dans lesquelles les gens se sentent à l'aise parce qu'ils ont une impression de déjà vu. Donc c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Moi j'ai envie de déranger, j'ai envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc je ne suis pas né à la bonne époque et je ne pense que jamais on verra les quelques projets de scénario que j'ai proposés de séries passer à l'état visuel. C'est pour la prochaine génération. Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, en lisant justement, je trouve vos livres et notamment là cette trilogie, c'est vraiment très cinématographique. On pense vraiment à un film d'aventure avec vos chapitres ne font pas tous
la même taille, donc il y a vraiment une sensation d'accélération ou de... C'est un découpage cinématographique, en effet. Exactement, c'est beaucoup plus cinématographique, c'est aussi quelque chose de très visuel. C'est-à-dire que les scènes, je ne veux pas trop spoiler, donc je vais pas en parler, mais il y a des choses... L'image est marquée, je pense à des choses en suspension, par exemple dans... Ça fait plaisir déjà de voir que vous l'avez lu. Évidemment, oui. Ah bah oui, parce qu'il est sorti il y a pas Ouais, il est sorti là pour l'instant, je n'ai pas beaucoup parlé. Je l'ai lu en un jour, j'ai dévoré, si vous voulez tout savoir. Ah, merci. Mais d'où le thème de ma vidéo, qui est le plaisir de lecture, parce qu'en fait, j'ai lu quasiment tous vos livres. Il y en a 5 que j'ai pas lus, 5 d'affilée, en fait, parce que j'étais à l'étranger à ce moment-là, ça s'est pas fait. Et je les ai tous lus, je vous ai découvert au collège, et depuis, tac, 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 tac. Et en fait, on peut aimer des livres pour différentes raisons. Ça peut être la poésie, la psychologie, le style, tout un tas de choses. Il y a des trucs de 30 ans, on sent que c'est hyper bien, mais on a un peu du mal à s'y remettre. Genre, on passe une séance de lecture cool, mais une fois que le livre est fermé, on a un peu du mal à s'y remettre. Et vos livres, pour moi, c'est vraiment, si je veux faire un cadeau à quelqu'un, si je veux être sûr qu'il va le commencer, le finir et l'apprécier, je conseille vos livres. Eh ben, vos paroles sont du miel dans mes oreilles, mais merci. Ben, je vous en prie. C'est toujours, vous savez, on ne sait pas comment ce qu'on écrit est perçu. Donc c'est toujours en fait intéressant d'avoir le feedback, que ce soit positif ou négatif, mais de savoir comment quelqu'un qui est allé jusqu'au bout l'a perçu. C'est pour ça que je suis beaucoup sur mon Facebook et sur le Twitter et sur les sites, sur les réseaux sociaux, précisément parce que c'est pas des bouteilles que je jette à la mer, je m'occupe plus. J'ai vraiment besoin de savoir comment c'est reçu, donc ça m'intéresse ce que vous me dites. Eh ben, on pourra en parler même encore plus longuement, mais là en l'occurrence alors, du coup je sais plus sur quoi rebondir, mais bref, en tout cas sur l'aspect visuel, et justement il y avait quelque chose aussi très proche de la bande dessinée. En fait c'est vraiment, et c'est rare, il y a des livres de temps en temps qui sont très bien, mais on les oublie assez vite en fait, parce qu'il y a... je sais pas, parce que le propos était intéressant et finalement ça n'a pas imprimé. Et à l'inverse, il y a des scènes, et donc là par exemple, je vous en parle et puis éventuellement je couperai au montage, tant pis, mais donc l'histoire des drones, le fait que ça se passe à New York, le One World Trade Center, la tête de la statue de la liberté, un visage de rat, etc. C'est des choses qui, si c'était des films, ça serait la couverture, ou ça serait dans la bande-annonce, ou ça serait des images enfin l'affiche, je veux dire, ou la bande-annonce, des images très marquantes. Et j'avais parlé avec Eric Giacometti, justement, qui parlait, alors j'ai oublié l'expression, est-ce que c'était des insubmersibles? Il parlait des insubmersibles, qui était quelque chose qu'il avait entendu dans un documentaire qui parlait de Kubrick, où il disait Kubrick, dans ses films, essayait de mettre 3-4 scènes avec des images insubmersibles. Et donc, par exemple, dans Orange Mécanique, les yeux comme ça, dans... je sais pas, Eyes Wide Shut, la scène d'orgie, etc. Et je trouve que vos livres sont comme ça. En fait, il y a vraiment à chaque fois des marqueurs visuels, des trucs où un chat suspendu à un drone qui traverse New York, c'est quelque chose qui marque. Et donc je pensais justement au cinéma d'aventure, cinéma d'action, cinéma hollywoodien, et la bande dessinée. Pour juste ça, en fait, réussir à mettre des animaux et à leur donner vie. En fait, c'est assez fou quand on pense au nombre de livres avec des êtres humains auxquels on n'adhère pas parce qu'on se sent étranger à tout ça. Et vous réussissez, je trouve, ce tour de force, ou en tout cas, vous avez cette habileté à pouvoir faire adhérer le lecteur à l'histoire de chats et de rats ou de fourmis. Et je ne sais même pas, en fait, quelle est votre cuisine interne, si c'est quelque chose auquel vous réfléchissez avant. Est-ce que vous avez vu ça, par exemple, comme un piège, comme un truc, quand vous avez commencé à écrire, vous avez dit, oula, est-ce que je vais réussir à... Alors, d'abord, ça me plaît beaucoup l'image des insubmersibles de Giacometti, qui est un type que je considère comme un très grand auteur et qui est un ami. Et je vais vous dire, moi je perçois ça sur, le squelette, c'est l'histoire et le début, le milieu et la fin, qui correspondraient aux pieds, au dos et au crâne. Après, dessus, je mets les organes, et les organes, c'est vos insubmersibles. C'est-à-dire, c'est des grandes scènes qui vont être mémorisées, qui vont frapper parce qu'on les a vues nulle part et que ça crée une émotion. Une fois que j'en mets 4-5, 4-5 grandes scènes où je me dis ça va donner à réfléchir aux gens et puis ça va leur mettre une image dans la tête. Et bon, faut le laisser, c'est pas grave. C'est dans le monde où on est. Mais je vais couper définitivement.
parce que j'attends en fait un coup de fil, mais tant pis. Ça me prévu. Bon, alors attendez, oui, je reprends. Donc, oui, ça me parle, j'ai marré à zéro. Ça me parle d'autant plus, cette idée insubmersible, que c'est exactement comme ça que je conçois un livre. Je fais le squelette avec des pieds, un dos et une tête, donc les trois éléments, début, milieu, fin. Après, dessus, je mets les organes qui correspondent à ce que Eric Giacometti appelle les insubmersibles, c'est-à-dire des grandes scènes avec beaucoup de surprises, un visuel très fort et l'idée qu'il y ait un effet émotionnel. C'est que les gens ils soient surpris, soit ils aient peur, soit ils rient, soit ils aient envie qu'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, qu'ils aient envie de tourner les pages pour savoir comment cette situation très spectaculaire va aboutir. Pour le cas, par exemple, de la planète des chats, j'avais cette idée donc de la tête de la statue de la liberté avec une tête de rat ou une tête de chat. Puis j'avais cette idée des tanks qui rentrent dans New York et qui écrasent les armées de rats et on pense que ça y est, ils ont gagné, ben, les humains ont gagné sur les rats. Puis cette idée des tyroliennes avec des chats qui circulent d'un building à l'autre sur des câbles. Et enfin, cette idée d'utiliser des drones comme moyen pour des chats de voler comme si c'était des petits vaisseaux spatiaux. Donc ça, c'était mes grandes scènes, avec la scène de poursuite, avec la grande guerre finale, avec la grande bataille à la Game of Thrones, encore d'où l'influence de cette série, avec énormément de figurants et énormément de cascades. Et une fois que j'ai mes organes, je mets le muscle. Le muscle, c'est les petites scènes qui font avancer l'intrigue, mais c'est des scènes assez normales. C'est-à-dire que ça va être le moment où ils vont voyager, ils vont aller d'un endroit à un autre endroit. C'est le moment où ils vont construire un nid, le moment où ils vont construire une défense, les repas collectifs, ou les premières scènes d'une histoire sentimentale. Tout ça, c'est des petits muscles. Et une fois que j'ai mon squelette, mes organes, mes muscles, je mets dessus la peau. Donc les gens ne voient que la peau, mais ça tient grâce à ça. Moi, quand je vous regarde, je vois que votre peau. Pourtant, si vous arrivez à discuter avec moi, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a des organes et il y a des muscles et un squelette. Si on enlève votre squelette, vous allez vous retrouver une limace par terre. Et bien, un roman, c'est pareil. Si le squelette n'est pas bon, ben, votre histoire, elle rentre par terre. Et c'est pour ça aussi que j'étais très admiratif de Philippe Cadic, car il fait des petits squelettes très dynamiques et très puissants. Et il a des scènes d'organes aussi très chouettes. Mais souvent, j'ai l'impression, dans le monde du polar, du thriller, il se copie les squelettes. Donc, quand vous voyez une enquête policière, vous vous dites ah, j'ai déjà vu ça quelque part. Et il faut dire que des séries américaines ont épuisé pratiquement tout ce qui se fait sur le meurtre de la petite fille. On s'aperçoit en enquêtant dans le village que tous les gens du village auraient pu participer à ce meurtre. Et au final, on découvre que c'est la personne la plus sympa qui est le criminel. Ça a été fait tellement de fois. Et quand je vois comme c'est copié en France et que ça marche encore, je me dis bon, on n'est pas prêt d'innover parce qu'il y a un encouragement au classicisme qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'audace. Voilà, je regrette un peu ce manque d'audace dans la littérature française. Game of Thrones, ça me fait penser à autre chose. C'est au début une espèce d'hécatombe de tous les personnages principaux. Oui. Au début, la nuit dernière. La planète Charlie. Oui, c'est ça. Oui, le dernier. Ça me faisait penser à ça tout à l'heure quand vous parliez de Game of Thrones. Il y a peut-être un peu de l'influence d'avoir tué certains personnages auxquels les gens sont peut-être attachés. C'est peut-être une influence inconsciente. Je me suis dit, bon, bah maintenant, vu que c'est autorisé... en tout cas, je m'amuse avec ce nouveau jouet qui est personne n'est sacré. Et même mon héroïne, je peux la flinguer parce que dans le vrai monde, les héros se font parfois flinguer. Et si on veut correspondre au réel, il faut respecter cette loi qui est la mort peut arriver à n'importe qui. Et ça se peut très bien que les gentils aient beaucoup de problèmes et que les méchants aient beaucoup de chance. Donc cinématographique, BD, d'ailleurs vous avez fait de la BD, oui. C'est quelque chose qui vous tenterait à nouveau? Ma première culture est la bande dessinée. J'avais commencé avec Pif Gadget qui m'a donné le goût des sciences, notamment avec toutes les expériences qu'il y avait à l'époque à l'intérieur avec le gadget. Après j'avais enchaîné sur Pilote et surtout il y avait eu la révélation de Métal Hurlant. Quand j'ai vu Métal Hurlant, j'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire que j'ai créé mon propre journal de lycée avec l'inspiration de Métal Hurlant, et tous les dessinateurs étaient aussi sous cette influence. C'était la bande dessinée pour adultes, c'est-à-dire enfin on sortait des Mickey
des histoires simplistes pour avoir du sexe, de la violence et des concepts politiques à l'intérieur de la bande dessinée. Et la bande dessinée m'a appris le rythme, le découpage et le cadrage. Il m'arrive parfois de storyboarder les scènes, surtout les scènes de bataille. Pour la planète des chats, toutes les scènes, je fais du montage pour voir les enchaînements, plan serré. Donc, par exemple, si je dis une tournée à la clé, donc c'est un plan serré. Si je dis la foule avancée, j'ai un plan large automatiquement. C'est rien qu'avec des phrases, on peut définir un degré d'optique. Et peut-être parce que j'ai réalisé des films, je me pose tout le temps la question de la valeur de l'objectif, la valeur de cadre de l'objectif. Alors c'est marrant aussi parce que donc c'est une réflexion que je me suis fait là en lisant ce livre. Je me suis dit mais finalement c'est assez guerrier vos livres parce que dans Depuis l'au-delà il y a aussi une grosse baston finale. Ouais. Dans la boîte de Pandore il y a aussi des questions aussi de guerre. Donc là c'est le cas. Même chez les fourmis. Dans les fourmis c'était le cas. Et alors, même les Thanatonautes. Les Tanaoui ou les dieux et tout ça. Ça se bat? Non, peut-être pas. Non. Alors, c'est quelque chose en fait qui a popé d'un coup. Je m'étais jamais fait cette réflexion et d'un coup je me suis dit, en fait c'est très récurrent. Oui, parce que l'Armageddon, la bataille finale, ça m'a toujours fasciné. Il faut voir que cinématographiquement, les batailles, c'est toujours spectaculaire. Mais quand on utilise en littérature les techniques de cinéma pour filmer l'histoire, c'est d'autant plus rigolo qu'il se passe quelque chose d'énorme. Si vous faites un dialogue entre nous deux en chant contre chant, c'est plus pour du théâtre que pour du cinéma. Il n'y aura pas besoin d'effets spéciaux, il n'y aura pas besoin de figurants. On fait un chant ici, un chant là, et puis un plan large. Et puis après, on fait que du montage sur nous deux. À la limite, on peut filmer mes mains de temps en temps, ou vos mains, ou nos chaussettes, pour arriver à avoir une petite variante, ou un plan azimutal, mais au bout d'un moment, on va s'ennuyer. Par contre, quand on est dans une bataille, on est tout de suite dans quelque chose qui est chorégraphié comme de la danse. Et c'est au moment où je dis ça, je suis en train de penser que d'avoir vu The Revenant avec DiCaprio m'a montré comment on pouvait filmer différemment une bataille, et notamment en se mettant très très près d'un personnage et en ayant l'impression que derrière il se passe des trucs énormes, mais on reste près du personnage, on prend son regard, on le prend en mouvement et on perçoit vaguement derrière ce qui se passe. Donc chaque fois que je vois un film, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, ou que ce soit The Revenant, je regarde comment la musique est faite et comment c'est raconté. Maintenant, historiquement, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, je peux vous dire, la guerre c'est vraiment affreux. C'est-à-dire que longtemps, les types étaient blessés et restaient sur le champ de bataille sans que personne s'occupe d'eux. C'était... Évidemment, je n'aime pas la guerre, je n'aime pas les militaires, je n'aime pas tuer son prochain, je n'aime pas toutes ces choses qui font l'actualité et qui montrent bien que si on le sert aux actualités, c'est parce qu'on considère que c'est la meilleure manière de vous vendre du popcorn et des voitures, c'est de vous mettre des publicités entre des scènes de guerre dans des pays étrangers. Donc il y a un côté fascinant dans la guerre, mais morbide, et je l'utilise pour avoir l'effet émotionnel, mais en même temps faire passer un message il doit y avoir un moyen de s'en tirer, un moyen de faire ça autrement, mais là mes personnages n'arrivent pas à trouver ce moyen, donc ils continuent avec cette chose très ancienne et très stupide qui est la guerre. Et il y a aussi la fascination des batailles qui est issue de Salammbô. Je me rappelle quand j'ai découvert Salammbô, de voir ces batailles de mercenaires, les Carthaginois et les Romains et tout ça, il y avait un côté péplum, un grand souffle, voilà. Ce que j'attends d'un roman, c'est qu'il y a un souffle. Et il faut reconnaître, dans les batailles, c'est plus facile de mettre du souffle que dans un dialogue, dans un café, entre deux personnages qui boivent une menthe à l'eau. Moi, ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue récemment, où je me disais, c'est fou en fait à quel point, alors en littérature, au cinéma, en jeux vidéo, la guerre en fait est omniprésente, et y compris parmi les plus grands chefs-d'œuvre et les choses, alors à la fois les plus vendus, les plus gros succès, et à la fois
les plus grands chefs-d'œuvre comme Guerre et Paix, comme je sais, enfin, bon, c'est pas la guerre dans Les Misérables, mais à la fin, éventuellement, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est complètement le cas, même dans les Harry Potter, c'est la guerre. La guerre des étoiles. La guerre des étoiles au cinéma. En fait, si on regarde à chaque fois les livres les plus importants, ou les Dune. films, Dune, et les jeux vidéo, c'est quasiment que ça. Parce qu'on a du visuel. Je pense que c'est visuel et je pense que c'est aussi quelque chose justement de... L'humanité, c'est aussi la guerre. En fait, il n'y a jamais eu une période avec aucune guerre sur Terre. En fait, c'est quelque chose qui est là, qui nous Parce fait que peur, l'homme est un animal territorial, comme les rats. Donc, une fois qu'il a défini son territoire, qu'il a défini le pouvoir sur le territoire, après l'enjeu c'est est-ce qu'il peut conquérir un autre territoire ou est-ce qu'il est capable de défendre ce territoire contre ceux qui viendront l'attaquer. À partir de là, c'est inscrit dans nos gènes. C'est pour ça qu'enfant, on joue avec le jeu de château et on mime des petits soldats, les soldats de plomb et tout ça. Et c'est pour ça que le terme exact, c'est archétype. C'est des archétypes puissants. Il suffit de regarder l'Odyssée, l'Iliade, par exemple. L'Iliade, c'est l'histoire de milliers de Grecs qui vont casser la gueule à des Troyens qui n'auront rien fait juste pour avoir un territoire en plus. Et c'est le texte fondateur de notre civilisation. Ulysse, qui est pour moi le pire des salopards, puisqu'il trahit les Troyens et il fait ce qu'on appelle une ruse, qui est en fait une perfidie, est présenté comme le héros de l'Iliade et de l'Odyssée. Pour moi, c'est juste un salaud violent qui trahit ses amis, et on dit ça, ouais, il est très intelligent. Ça se discute. À mon avis, ma basse-tête est plus sympathique que Ulysse. Mais il y a souvent ça, moi, c'est une réflexion que j'ai aussi sur James Bond, Indiana Jones, tous ces psychopathes qui, vous savez, ils rentrent dans une base militaire, ils déboîtent la tête de quelqu'un, puis ils continuent à avancer. Et en fait, on se dit, tiens, c'est quelqu'un qui vient sous mes yeux, donc un personnage positif, qui vient sous mes yeux de tuer froidement quelqu'un et qui n'a pas l'air du tout d'être touché. Et moi, à chaque fois, ça me perturbe. Eh ben, il y avait une trouvaille dans Austin Powers. Génial, dans lequel, au fur et à mesure que James Bond arrive et tue tout le monde, chaque fois on voit la vie de cette personne. Ah, il allait arrêter le travail, il s'apprêtait à se marier, celui-là. Et ça, je me suis dit, voilà rien que ça légitime d'aller voir ce film, Austin Powers. Non, c'est bien de se dire, attends, ces types qu'on voit tuer facilement, c'est des êtres humains. Ils ont des familles, ils sont pas tous des salauds, ils sont peut-être avec leur flingue pour gagner leur vie. Et mettons-nous à leur place. Une des choses que m'a appris Philippe Cadic, ça se résume à un mot, empathie. On peut avoir de l'empathie pour n'importe qui. Et le travail du bon romancier, c'est de se mettre à la place de tout le monde pour avoir des points de vue différents, a fortiori des salauds, a fortiori des gens différents de nous, a fortiori pour un homme se mettre à la place d'une femme, pour une femme se mettre à la place d'un homme. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on peut sortir de notre peau pour aller explorer d'autres points de vue. Et c'est le principe de la planète des chats, c'est le point de vue d'un chat et forcément un point de vue différent de nous. Et je ne vois pas pourquoi mon chat serait sympa, alors que la plupart des animaux ont d'autres intérêts que les intérêts humains. Ils ne sont pas dans la morale, ils n'ont pas de morale, ils sont dans quand c'est que je vais manger, quand c'est que je vais dormir, et tiens, celui-là il me gêne, et comment m'en débarrasser. Donc, cette empathie m'a l'air la plus grande des qualités, c'est-à-dire percevoir la douleur des autres, et ne pas se dire on s'en fout, c'est pas les héros, c'est les méchants. Non. Se brancher sur l'énergie des autres. Et Bastet perçoit les autres animaux, en dehors des autres chats et des autres rats, elle perçoit comme une énergie de vie sur laquelle elle se branche. Et c'est ça qui la sauve de tous ses défauts, c'est qu'elle est connectée à l'énergie de vie globale. Vous faites quelque chose d'intéressant, là je pense à ça au pouvoir un peu démiurgique de l'écrivain, c'est que vous utilisez des gens réels, vous les mettez dans votre roman. Donc, par exemple, là, il y a Hillary Clinton, il y a le patron de Boston Dynamics, vous avez déjà fait Conan Doyle, justement, dans un précédent roman, il y avait Marilyn Monroe dans L'Empire des Anges, et je me dis, hop, allez, en fait, comment ça vous vient cette idée de dire, je vais prendre quelqu'un qui a existé ou qui existe encore, et puis ça y est, maintenant c'est un personnage. Il y avait un Franck Tilliez, je ne sais pas si on dit Tilliez ou Tillier, dans vos bouquins, Cécile Coulon, c'est open bar. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de plainte. Maintenant, sur le cas d'Hillary Clinton qui apparaît dans le film La planète des chats, je me suis dit, tiens, quand même, elle est la cocu de l'histoire. Tout d'un coup, tout le monde l'a donnée gagnante et puis elle est perdante.
Et qu'est-ce qu'elle devient? Et je me suis dit, depuis le temps qu'elle préparait son ascension pour être présidente, elle doit être au taquet, dans le style, à la première occasion, je reviens. Et donc là, le fait qu'il y ait une crise mondiale, elle a trouvé le moment pour dire, bon, écoutez, maintenant qu'on est vraiment presque tous foutus, je crois que c'est le moment de me faire confiance. Voilà, et cette idée m'a amusé. Puis Hillary Clinton, elle a quelque chose de pathétique. D'abord, elle est cocu parce que Clinton couchait avec donc l'affaire Lewinsky. Puis ensuite, elle est cocu parce qu'Obama la double au dernier moment. Et je me suis dit, elle doit avoir envie de prendre sa revanche. Donc voilà, elle la reprend dans la planète des chats, où elle se remet à diriger l'humanité, en tout cas ce qui reste de l'humanité. Est-ce que j'ai d'autres questions? Si, est-ce que, on a déjà un peu, vous avez déjà un peu répondu. Je vous demandais, est-ce que vous aviez des projets autres, des podcasts, je sais pas, Alors, si, mon principal autre projet, c'est le spectacle que je fais aux Trois Baudets, qui s'appelle Voyage intérieur, qui propose aux gens une sorte de méditation, relaxation avec de l'harpe sur scène, et qui leur permet de se plonger dans différentes expériences, jusqu'à l'expérience ultime qui consiste à revenir d'une vie antérieure, qui marche à peu près sur 70% des gens, pas sur tout le monde. Il y en a qui n'y croient pas, donc si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Mais ça, j'aime bien le faire parce que c'est la fonction même de mon travail, qui est raconteur d'histoire. Je suis un type bavard, comme vous le découvrez. J'étais déjà bavard à l'école. Vous savez pas, à l'école, on disait élève rêveur et bavard. Il y avait tout le temps. Je crois que ça me définit bien. Et donc là, je peux me défouler sur scène avec des gens qui payent pour me voir, et en général qui repartent plutôt contents parce qu'ils ont découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas, savoir soit eux-mêmes, soit leur vie antérieure. Ça, c'est vraiment mon autre activité que je développe le plus actuellement. Et j'en ai fait une version sur Internet avec un Facebook Live qui s'appelle l'épisode 5, parce que c'était l'épisode 5 durant la période du Covid, et dans lequel on voit comment je joue avec l'harpiste joue, en même temps que j'envoie un guidage vers une méditation. Alors j'ai vu une interview très récente, il y a 3-4 jours, où les journalistes vous posaient la question, est-ce que vous êtes mystique? Vous la reprenez sur le terme mystique, etc. Et vous dites, je préfère faire le choix de penser qu'il y a des choses qui nous dépassent. Voilà. Mais moi, en voyant cette interview, que j'ai pas regardé tout. C'était Anne Romanoff, c'était peut-être ça. Oui. Europe 1. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, vous avez l'air de dire que vous décidez d'y croire, mais que vous n'avez jamais fait... J'ai pas de conviction. Ce genre... Non, plutôt que vous n'avez pas de preuve, vous n'en avez jamais fait l'expérience, mais vous décidez d'y croire. Or, il me semble que sur les histoires de vie antérieures, notamment, j'ai l'impression que ça va au-delà de la simple croyance. En tout cas, c'est devenu de la matière première pour écrire le roman. Donc, notamment la boîte de Pandore, dans laquelle je raconte ma première expérience de régression à une vie antérieure qui m'a amené avec l'impression que je vivais à 100% dans une autre époque, dans une autre peau. Mais ça, vous l'avez fait, ça. Mais j'ai pas la preuve que ça soit réel. Ça se peut très bien que ça soit un effet de mon imagination. Le seul élément qui est troublant, c'est le nombre de détails. J'avais beaucoup plus de détails que quand je rêve ou quand j'essaie d'imaginer une situation. Maintenant, dans le spectacle lui-même, le seul élément troublant, c'est que par moment, certaines personnes ont pu donner le nom et le prénom de la personne qu'ils étaient, et on a pu vérifier que cette personne existait. Ça m'est pas arrivé souvent. J'ai dû faire l'expérience du spectacle sur près de 10 000 personnes, parce que des fois j'ai des salles de 500 ou 600 personnes, donc ça va vite. Et sur les 10 000, il y a 5 personnes qui ont trouvé le nom et le prénom de la personne qu'ils étaient, sans la connaître, et on a pu vérifier que ces personnes existaient et étaient comme ils l'avaient décrit. Mais 5 personnes sur 1000, ça reste malgré tout un pourcentage assez faible, mais on n'a pas d'explication pour ces 5-là, comment ils auraient pu trouver ce nom, ce prénom, et cette époque, ce descriptif, en dehors du fait que ça soit réellement passé. Mais moi, je suis quelqu'un qui est agnostique, c'est-à-dire je ne sais pas, je fais des expériences, et de là, après, je vous parle de mon expérience. C'est une expérience subjective. J'essaierai jamais de vous convaincre que les réincarnations existent. J'essaierai jamais de vous convaincre qu'il y a une vie après la mort. J'essaierai juste de vous faire imaginer ça. Et maintenant, pour chacun, par rapport à ses propres perceptions, il va y avoir une réponse différente. En tout cas, les religieux et les athées me semblent des gens qui ont beaucoup de prétentions, qui prétendent savoir. Moi, je ne sais pas.
Et je vais vous demander aussi, c'est quoi pour vous un bon livre? Donc j'imagine qu'à chaque fois que vous en écrivez un, vous essayez d'écrire un bon livre. Et c'est quoi un peu les ingrédients ou qu'est-ce que vous voulez? On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, je peux peut-être poser la question dans l'autre sens. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir une idée, de vous dire, ah, il y a tel et tel aspect qui sont intéressants, mais ça fait pas un livre en fait, parce qu'il manquerait ça, ça, ça. Alors, vu que j'ai une technique qui consiste à écrire des nouvelles, j'explore ces idées pour voir à quel point elles ont de l'énergie. Donc par moment, il m'arrive d'écrire des nouvelles de 15 lignes. En 15 lignes, il y a l'idée posée avec une chute. Comme ça, c'est fait. Parfois, je veux écrire 15 lignes et puis je me laisse emporter, j'en fais 10 pages. C'est l'idée elle-même, c'est comme une plante. Elle décide de sa taille. Mais d'ailleurs, si je fais des trilogies, c'est parce que par moment, j'ai pas épuisé la capacité de monter et de grandir de l'idée, ce qui est le cas par exemple de Demain les chats. Donc j'ai besoin de 2 ou 3 romans pour pouvoir l'explorer. Mais votre question c'était... C'est quoi un bon livre? C'est quoi un bon livre? Alors pour moi, un bon livre, premier élément, c'est un livre dans lequel on rentre dedans très vite. Une entrée, ce qu'on appelle l'incipit, l'entrée dans le roman doit se faire, l'idéal, à la première phrase. Si c'est pas la première phrase, c'est la première page. En tout cas, au bout de 3 pages, il faut que le lecteur sache de quoi on parle et quelle est la problématique. Moi, ces romans où on commence à savoir le problème, quel est le problème, à partir de la page 200, je me dis, il y a un peu de foutage de gueule. Il y a une politesse qui consiste à le lecteur, il n'a pas que ça à faire, à tourner les pages pour savoir de quoi ça parle. Il y a un moment, il faut lui dire, on est à la recherche d'un trésor, on est à la recherche de l'amour, on est à la recherche de sauver un projet, on est à la recherche de bâtir une cathédrale, mais on doit le savoir assez vite. Donc, c'est un livre qui démarre très vite. Deuxièmement, c'est un livre qui sort de l'ordinaire. Dès que je commence à lire un roman, je me dis, ah ouais, il va me faire le coup des petits nègres que j'ai déjà vu dans Agatha Christie, ou ils vont me faire le coup que j'ai déjà vu dans un autre roman dans lequel on croyait qu'ils sont vivants. Par exemple, Le bout de sixième sens, on croyait qu'il est vivant, mais en fait, il est mort. Bon, dès que je repère que ça a déjà été fait, je me laisse tomber. Ça veut dire que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, il leur servent un surgelé, et puis ça peut marcher. Donc j'attends, ça démarre vite, que ça soit original. Après, ce que j'attends, c'est que mes personnages soient complexes. Enfin, mes personnages et les personnages du livre que je vais lire, savoir qu'ils ne soient ni gentils ni méchants et qu'ils soient imprévisibles, que moi je ne sache pas quels vont être leurs choix. Ça, moi, un truc que j'ai trouvé éprouvant à lire, c'était justement dans Le sixième sommeil, non, justement La boîte de Pandore. Ce qui arrive au personnage principal au début sur les quais de Seine, en fait, je trouvais ça horrible. Je me disais, non, mais c'est pas possible, ça n'a pas pu se passer, on va se rendre compte. Et en fait, en tout le long, si, il vit avec cette chose qu'il a faite. Et je trouvais ça dur. Je me dis, mais quelle horreur, si un truc comme ça m'arrive, comment on vit avec ce traumatisme. Ce poids de culpabilité. Ouais, ce poids, et vraiment, ça m'a mis mal à l'aise, mais dans le sens positif du terme. Mais c'était vraiment, j'étais, en tout cas, 100% impliqué émotionnellement dans ce qui arrivait. D'ailleurs, c'est marrant, c'est mon fils qui m'a dit il faudrait que tu rajoutes une scène comme ça au début. Je n'avais pas cette scène, c'est marrant que vous m'en parliez. Je n'avais pas cette scène, j'avais mis quelque chose de plus tranquille. Et il m'a dit ah là là, c'est trop mou, allez, vas-y, scène de violence, un truc hard tout de suite, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Vous avez traumatisé un certain nombre de lecteurs. Ouais, mais au moins qu'ils ne dorment pas et qu'ils aient envie de tourner les pages. Ce que j'attends aussi d'un livre, et ça c'est le plus important, c'est qu'il y ait une fin que je n'ai pas prévue. Si l'auteur me fait le coup des jumeaux ou ce n'était qu'un rêve, j'ai juste envie de me dire ok, c'est un gros nul. S'il en est réduit à faire le coup de ah ouais, on ne pouvait pas trouver l'assassin parce que c'était le frère jumeau. C'est Boileau d'Arcejac qui a dit quand l'auteur en est réduit à faire le coup des jumeaux, c'est qu'il ferait mieux d'arrêter. Et ah, mais tout ça, ce n'était qu'un rêve. Et c'est marrant, il y a encore des bouquins français qui sortent avec ces 2 tartes à la crème minables, et les gens se disent waouh, je ne l'ai pas vu venir. Ça, c'est ceux qui n'ont pas de culture. C'est l'avantage de temps en temps, c'est quand tu n'as jamais lu le livre, c'est le premier que tu lis et qui est incroyable. Le mec était schizophrène. Et il vivait. Mais bon, une fois que tu as lu quelques livres, vu quelques bouquins, normalement, tu ne peux plus avoir. Tu le repères. C'est pour ceux en effet qui ne connaissent pas, ça peut encore les surprendre. Mais donc voilà, j'attends surtout la fin. Et en fait, j'attends qu'il y ait un joli bonjour et qu'il y ait un extraordinaire au revoir. C'est-à-dire que le début, ça soit tout de suite, ça me prenne, et que le au revoir, je me dise waouh, j'avais pas vu venir ça, et c'était donc ça.
Mais je me suis déjà fait cueillir par des romans où je me suis dit, qu'est-ce que c'est fort, comme c'est bien retombé et tout. Vous avez des exemples qui vous viennent ou pas spécialement? Il y en a un, mon Reproduction interdite de Jean-Michel Truong. J'avais des larmes en trouvant les dernières pages. Dans le même esprit, il y a Des fleurs pour Algernon. Bravo. J'ai regretté, je me suis dit, bon sang, j'aurais rêvé d'écrire ce roman. Donc, Des fleurs pour Algernon, c'est une merveille. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? Philippe Cadic, Ubik, de Philippe Cadic, dans lequel il y a un moment, il y a une situation. Non, une surprise au final qui légitime tout le bouquin. Je suis pas convaincu par exemple par Les 10 petits nègres. Le fait qu'on a annoncé qu'il y a un personnage qui est mort et au final il n'est pas mort, ça s'est triché. Oui, en fait, moi en tant qu'écrivain, ça veut dire Agatha Christie, et moi en tant qu'écrivain, en fait, je vous ai menti. Alors la confiance est... Non, il faut arriver à régler le truc en donnant que de la vérité. C'est juste qu'il y a quelque chose à un moment qui n'a pas été... comment dire? Le lecteur n'a pas été assez attentif. Voilà. Pour moi, une bonne fin, c'est... Il y a eu tous les éléments posés. Pas de Deus Ex Machina, ça aussi c'est une tricherie. Deus Ex Machina, c'est-à-dire, en fait, vous ne pourrez pas trouver parce qu'il y a un élément extérieur dont vous n'avez jamais parlé qui explique tout. On sort ça de son chapeau et je tac. Voilà, et ça c'est tricher aussi, il ne faut pas le faire. Mais non, il faut reposer tous les éléments, c'est juste qu'on n'avait pas été assez attentif, mais la solution était donnée dès le début. Ça, j'aime bien. Mais d'ailleurs, moi, à la fin là, de La planète des chats, je me suis dit, franchement, ça s'arrête au 3. Mais en fait, l'univers derrière, d'un coup qui s'ouvre, me semble tellement dense que, moi, en le lisant, je ne serais pas étonné, en tout cas, qu'un jour, il y ait un tome 4. Je ne sais pas si c'est le plan. Ça va. En fait, si le prochain livre que je sors, sur lequel je travaille, n'a pas de succès, et le suivant non plus, je vais bien être obligé à un moment de me dire, bon, on va être obligé de remettre les wagons sur la locomotive. J'avais eu ce problème sur les fourmis. Je fais le premier fourmi qui a marché, le deuxième qui a marché. Je fais Thanatonautes, je sors, qui a été un échec terrible pour moi. Donc je me suis dit, bon, je fais le troisième des fourmis. Il y a un moment, c'est les lecteurs qui me disent, attends, on n'aime pas trop quand tu vas trop loin dans l'originalité, fais-nous quelque chose qu'on connaît déjà. J'essaie de rester réceptif. C'est pas... je vais me laisser diriger par les lecteurs, je ne vais pas leur demander de voter à main levée, vous voulez que je fasse quoi comme prochain roman, ni mon éditeur. Mais mon éditeur me faut une paix royale, il me laisse faire ce que je veux. Mais je ne veux pas me déconnecter à force de vouloir être original de mes lecteurs, parce que je leur dois des comptes. C'est eux qui m'ont permis de faire le métier qui me plaît, je leur suis reconnaissant pour ça. Et une dernière question, qui est plus, c'est pas vraiment une question, c'est plus votre ressenti. Moi, il y a quelque chose qui m'exaspère quand je vais en librairie, c'est qu'il y a les livres, et à part, il y a thriller et SF. Alors ça, je sais pas si c'est comme ça partout dans le monde, et en fait, je comprends, je sais pas d'où ça vient, et ça me rend fou, en fait. Je sais pas ce que ça veut dire, et surtout, du coup, ça entretient quelque chose qui... Bon, ça entretient une chose qui est très simple, c'est qu'en France, la littérature imaginaire, que ce soit du thriller, du polar, de la science-fiction ou du fantastique, est considérée comme des genres mineurs, déjà une littérature de genre, et des genres mineurs. C'est comme si on avait renoncé à toute forme d'imagination. C'est vraiment un phénomène, même pas français, c'est un phénomène parisien. On a décidé qu'il ne fallait... La vraie littérature, c'était de l'autobiographie nombriliste avec du style. Mais moi, ça me convient très bien, parce que du coup, mon travail est très visible. Quand il n'y a que des autobiographies, des gens qui racontent leur dépression et leur problème d'alcool ou de drogue, et que moi j'écris des bouquins pour raconter la révolution par les chats, du coup je suis visible. Donc au début je me disais, mais ça ne peut pas changer, on ne peut pas y avoir à nouveau des Barjavel, des Pierre Boulle, des Jules Verne. On dirait que c'est fermé, toutes les portes sont fermées. Eh bien, oui, elles sont toutes fermées. Maintenant, moi, je m'appuie sur les lecteurs, sur Internet. C'est pour ça aussi que je fais ce dialogue avec vous. C'est parce que je sais que maintenant, la révolution va venir d'Internet. Mais en tout cas, elle ne viendra jamais des médias classiques, parce qu'ils ont des mauvaises habitudes et qu'ils ont décidé, une fois pour toutes, que cette littérature n'était pas une littérature qui les intéressait, donc qui devait intéresser le public. Mais ça va changer forcément un jour. Je pense qu'ici 200 ans, ça devrait quand même bouger un peu. Ah, vous allez là, quand même, dans 200 ans. Ouais, rendez-vous dans 200 ans, je pense. Parce que là, en plus, les critiques et les éditeurs et
les jurys de prix se cooptent entre gens qui pensent pareil. Donc c'est pour ça que ça bouge pas. Et pour eux, la littérature, la grande littérature, ne peut pas être une littérature d'imaginaire. Mais ce qui est dommage, c'est que la science-fiction, c'est quand même aussi la vision, enfin les auteurs de science-fiction d'un pays, c'est la vision qu'a ce pays de se projeter dans le futur. Quand on avait Jules Verne, on était le pays le plus innovant parce qu'on parlait de sous-marins, on parlait de fusées, on parlait de voyages dans l'espace, on parlait de machines à rentrer sous terre, donc on devenait innovant pour la planète. Et c'est pour ça que les livres de Jules Verne ont eu un retentissement dans tous les pays du monde. Maintenant, si on est juste là en train de se regarder le nombril, la littérature française dans son ensemble en pâtit. Et moi j'étais surpris quand j'étais journaliste scientifique, j'avais voulu faire la nécrologie de Pierre Boulle, de voir que les gens de la rubrique littéraire n'avaient jamais entendu parler de Pierre Boulle. Ils avaient entendu parler du film américain avec Charlton Heston, mais ils n'avaient jamais su que c'était un roman français qui avait inspiré ce film. Donc il y a un énorme fossé entre la littérature qui se veut sérieuse et qui en fait n'est que chiante, et le thriller, le polar, le fantastique. Et les libraires, par moments, voyant qu'on n'en parle pas à la télé, voyant qu'on n'en parle pas dans les journaux, se disent ça doit quand même être de la sous-littérature, donc on va le mettre en bas. Moi, et en W, je suis en plus en bas du bas. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs ex aequo, peut-être Zelazny, c'est le seul. Mais quand je vois dans les... quand je vais dans les relais H, je sais, c'est toujours en bas à W. Ils disent, on ne trouve pas ton bouquin. J'ai regardé par terre. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir permis de parler de la planète des chats. Je vais juste rajouter une chose. J'espère que mon travail donnera envie à d'autres auteurs de faire de la littérature fantastique et à d'autres éditeurs de la publier. Car il y a quand même quelque chose qui doit être bougé. Et c'est les lecteurs qui en allant vers les livres et en parlant, vont pouvoir faire cette révolution. Ça ne viendra pas d'en haut, ça viendra d'en bas. Voilà. Merci. Merci. Ça me fait même penser que ce qui est fou, justement,